celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et c'est un grand moment, je crois, auquel je vous invite aujourd'hui parce qu'il est à la rencontre de deux femmes, dont une qui est à l'origine de ma conversion et pas que de la mienne. Pour moi, c'était avant Zétéo. Cette femme, c'est Etty Hillesum. Et l'autre femme, je ne la connais pas depuis longtemps, mais elle est pour moi à la fois une incarnation d'Etty Hillesum, puisqu'elle l'incarne au théâtre, et aussi une femme très inspirante, comme Etty. Angélique Boulet, bonjour. Bonjour Guillaume. Angélique, merci d'avoir accepté cette rencontre. Angélique, vous êtes comédienne, metteur en scène. Alors, je ne sais jamais si on dit metteur ou metteuse en scène. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est une bonne question. Moi, je dis metteur en scène. Metteur en scène. Auteur ou autrice ? Et là, j'aime bien autrice. Autrice. Artiste thérapeute, et cela fait quelques années déjà que vous incarnez Etty Hillesum dans un seul en scène, qui continue d'être joué à Paris et dans toute la France, et auquel j'ai eu la grande joie d'assister il y a quelques jours. Alors si vous le permettez, Angélique, pour commencer l'émission, avant même de parler de vous et de parler d'Etty, j'aimerais rendre hommage à celle grâce à qui nous nous sommes rencontrés, une autre femme exceptionnelle, celle que grâce au poète Jean Lavoué, j'avais appelée la femme de l'Évangile, Georgina Tonnelier. Elle était l'invitée de Zétéo il y a quelques mois. Elle nous avait parlé d'Etty avec beaucoup d'émotion. Je sais qu'aujourd'hui, elle est en pensée avec nous de l'autre côté de l'océan Atlantique, quelque part au Costa Rica, au moment sans doute où elle écoutera l'émission aussi. Et c'est en écoutant ce podcast que vous avez rencontré Georgina, et c'est grâce à cette rencontre qu'ensuite on s'est rencontrés, c'est comme ça ? Tout à fait. Oui. Georgina, et vous avez pour le coup été jouer votre pièce chez elle, à Gerver, ce fameux lieu dont on avait parlé au cours de cet épisode avec Georgina. Oui, tout ça s'est fait de façon totalement imprévue. C'est une amie en fait qui m'a envoyé, une amie Claire, dont j'avais pas eu de nouvelles depuis très longtemps, qui m'a envoyé le podcast en me disant « Je pense que ça correspond à tes recherches ». Vous ne connaissiez pas Zétéo à ce moment-là ? Non, pas du tout. Grave erreur. Grave erreur. Mais bien réparée. Voilà, non, je connaissais pas Zétéo. J'ai vu Femme de l'Évangile et en plus, j'étais surprise que Claire m'adresse à moi ce message parce qu'on s'était pas parlé depuis un certain nombre d'années. Et puis, j'ai vu la photo de Georgina. Je me suis dit, je sais pas qui c'est cette femme, mais j'ai envie d'écouter. Et dès les 5 premières minutes, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de la rencontrer. Je savais même pas qu'elle allait parler d'Etty après. Mais au bout de 5 minutes, je savais que j'avais envie de la rencontrer. Puis plus tard, j'ai entendu que Etty était une figure qui l'inspirait beaucoup. Et c'était une raison supplémentaire pour aller la rencontrer. Et vous l'avez rencontrée, mais on va peut-être arrêter de parler de Georgina, parce que là, je crois qu'elle est déjà toute rouge, la connaissant et avec sa grande humilité. Alors, depuis quelques mois, il y a eu quelques Zétéo consacrés à des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer. Ce sont d'ailleurs toutes des femmes. Je pense à Edith Stein, à Dorothy Day. Et depuis, l'idée de présenter Etty Hillesum s'est imposée naturellement, également grâce à cette rencontre avec vous, Angélique. Et puis, je l'ai déjà fait dans un épisode de Télio, un autre podcast que j'ai la joie d'animer, qui est plus destiné aux enfants, mais pas que. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux qu'on puisse à nouveau parler d'elle. Alors, en quelques mots, pour vous, qui est Etty Hillesum, Angélique ? Alors, Etty Hillesum, c'est une femme qui inspire énormément de gens aujourd'hui. Et c'est une femme qui nous trace en 2 ans et demi son parcours, elle nous raconte son évolution spirituelle. Le début du journal qu'elle écrit, c'est une jeune femme assez tourmentée. Et puis, alors même qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, bizarrement, il y a une source qui s'ouvre en elle et elle rend grâce. Elle rend grâce à la vie, à Dieu. Et voilà. Et tous les gens qui lisent son journal sont profondément bouleversés. Sont bouleversés, on est tous bouleversés par Etty. C'est l'histoire d'une jeune femme, effectivement, apparemment comme les autres. Une jeune femme qui a cherché l'amour, le mariage, avant de faire une rencontre très forte et très originale avec Dieu.
un Dieu qui a tellement transformé son cœur, qui lui a permis de rayonner d'amour dans les pires souffrances, les pires conditions, puisque c'était la Shoah, c'était on touchait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là où elle était d'origine juive, donc tourmentée, et puis elle a fini par être emportée par la Shoah. Mais elle décrit effectivement, Angélique, vous l'avez cité, elle a écrit, et dans son journal, elle décrit tout ce qui se passe à ce moment-là, et c'est étonnant de grâce, en fait, ce journal. Et donc, pour commencer, Etty, je le disais, c'est une jeune femme comme les autres. Elle fait des études qui la passionnent pas. Je crois qu'elle fait des études de droit. Elle mène une existence de femme libre. Elle cherche. Et puis, elle commence à faire des petits boulots. Je crois qu'elle fait des traductions, notamment du russe, parce qu'elle connaît le russe par cœur. Donc, au début, c'est quelqu'un d'un peu comme tout le monde. Oui, alors peut-être que c'était quand même déjà une jeune femme particulière qui avait... des dons et un certain talent. Elle sent qu'il y a quelque chose en elle. Elle sent aussi qu'il y a un désir d'écrire qui est là depuis le départ. Mais elle a beaucoup de mal à ordonner tout ça. Et elle a beaucoup de mal aussi à trouver un sens à sa vie. Mais on sent, et ça elle le dit dès le départ, qu'elle cherche, elle sent qu'il y a un but, comme elle dit, et elle cherche ce sens. Et en fait, c'est en cherchant, et aussi en cherchant à résoudre son mal-être, qu'on va lui présenter Julius Spier, qui était à cette époque un psycho-chirologue qui lisait dans les lignes de la main, qui lui-même avait fait une analyse avec Jung. Et c'est en rencontrant ce Julius Spier, qui inspirait beaucoup de monde, qui avait apparemment un grand charisme, qu'elle va entamer sa propre métamorphose. Oui, parce qu'elle allait pas très bien. Elle était tout le temps embarquée dans des quêtes sentimentales, amoureuses qui se passaient pas très bien. Elle cherchait l'absolu. Elle avait une vie assez émancipée pour son temps. Je crois. Je ne trahis rien. En disant ça. C'est vrai que quand on lit son journal, donc elle commence en 41. Et je pense que c'est ce qui peut nous rejoindre aussi aujourd'hui, c'est qu'elle écrit. Elle est très libre aussi dans sa façon d'aborder ses amours. Elle cherche, elle s'autorise à chercher. Elle avait 27 ans au début du journal. Elle dit qu'elle n'est pas mariée. Et donc certainement à cette époque-là, c'était pas courant et c'était pas facile à assumer aux yeux des autres. Elle avait une relation avec le logeur Han, donc elle vivait dans une sorte de pension et elle avait une relation avec cet homme qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Voilà, je sais pas trop si c'était une relation officielle ou officieuse, mais c'était une relation quand même. Elle n'était pas heureuse dans sa famille. Elle avait des parents sans doute assez originaux, mais qui manquaient d'autorité, de maturité. Elle est d'origine juive, mais elle n'a pas reçu une éducation particulièrement religieuse. Non, elle est attachée à ses origines juives, mais au début du journal, en tout cas, Dieu n'est pas sa préoccupation principale. Non. Et alors donc, vous l'avez cité, Julius Spier, Angélique, c'est vraiment la rencontre de sa vie. Alors lui, c'est vraiment quelqu'un de très original parce que c'est en même temps un homme qui médite chaque jour, qui prie, qui lit l'Écriture sainte, un Saint Augustin, un des grands Saint François d'Assise aussi. Et puis il lit ce livre qu'il va demander à Etty de lire, c'est L'imitation de Jésus-Christ, qui est un livre du Moyen-Âge et qui va déjà impressionner Etty. Ah ben je savais pas. Ah ben voilà. Vous me l'apprenez. Alors moi, j'ai un petit peu travaillé parce que j'avais fait un podcast sur Télio pour Etty, mais effectivement, je sais qu'il l'invite à rentrer dans la vie intérieure, à méditer, à revenir et à faire un point même tous les jours. C'est même lui qui l'encourage à écrire ce journal. Oui. D'ailleurs, c'est le premier. Elle dit qu'elle a beaucoup de mal à écrire, mais elle va s'y atteler, c'est-à-dire elle veut aller mieux. Il lui a proposé d'écrire ce journal, donc elle va le faire. Mais au début, c'est difficile. C'est difficile. Alors, elle apprend à méditer une dizaine de minutes par jour pour faire le point sur sa journée. Et puis, comme il le lui a dit, j'ai presque l'impression de citer Christophe André, là, mais c'est pour se rendre présente à elle-même, apprendre à s'intérioriser. Et puis en même temps, il la met en relation avec ce qui est la grande passion de la vie d'Etty, c'est l'écriture. Oui, puisqu'elle commence à écrire son journal, mais au départ, elle pense pas que ce soit... Elle pense que ça va être une matière, certainement, pour pouvoir écrire son futur livre. Parce qu'elle veut devenir écrivain, quand même. Elle veut devenir écrivain. Elle a été très marquée par des grands auteurs, Dostoïevski, Rilke, par exemple. Oui, Rilke, c'est
C'est son essence. Mais alors, quand elle écrit son journal, elle écrit qu'il y a pas de personne plus malheureuse qu'elle sur la Terre. Enfin, c'est moi qui parle, c'est plutôt à vous de parler mais je suis tellement aussi imprégné d'Etty, Angélique, mais dans cette pièce, d'ailleurs, que vous interprétez, vous faites état de ce qu'elle écrit dans son journal. Oui, mais c'est vrai que le mal-être qu'elle rapporte au départ, il est quand même... Bon, il est lié déjà à elle, à ce qu'elle est elle, la famille... de là où elle vient, à ses difficultés avec ses relations avec les autres. Mais très vite, dans le début du journal, c'est la figure de Julius Spier, en fait, qui est là et qui la tourmente. Parce que très rapidement, elle tombe amoureuse de lui. Donc, elle a 27 ans et il en a 55. Je pense, moi, à mon avis, qu'il laisse planer une sorte d'ambiguïté, lui aussi, au départ. Et donc, ça va... Oui, en fait, cette passion amoureuse qu'elle va avoir pour lui constitue une grande part du journal et finalement une grande part de son chemin d'introspection et d'évolution spirituelle. Elle le fait aussi à travers l'amour qu'elle va ressentir pour cet homme. Et alors, il la guérit quand même, parce qu'il lui révèle son tempérament dépressif. Donc, on peut vraiment dire qu'il la guérit. Je ne sais pas s'il la guérit. Pour moi, ils se révèlent l'un l'autre. Mais elle dit qu'il est l'accoucheur de son âme, mais je pense que dès le départ, il voit tout de suite qui il a en face de lui et quelle est cette femme. Donc, il a certainement, bien sûr, il a plus d'expérience qu'elle, ce qui déjà lui permet de tenir un certain temps, voilà, face à ces pulsions, à cette passion amoureuse qui est en train de naître. Je pense que lui aussi se défend de quelque chose. Donc, il a au moins cette expérience qui le garde, lui, pendant un certain temps. Parce qu'elle, les pulsions, elle les a. Oui, ça, elle en parle et de façon très libre. Et ça, c'est dans la pièce. Et récurrente. Oui, c'est dans votre pièce. Et ça me paraissait incontournable de pas en parler. Mais je pense vraiment qu'ils se révèlent l'un à l'autre. Ah, c'est beau. Qui est Etty pour lui au début? Parce qu'il doit bien se rendre compte que c'est pas une femme comme les autres quand même. Non, au début c'est une patiente pour lui. Voilà, elle arrive, c'est une patiente, mais tout de suite il lui dit, voilà, il y a une grande intelligence. Alors je sais plus exactement les phrases du journal, mais il voit qu'il y a quelqu'un qui a un grand potentiel et qu'il lui faudra ordonner à l'intérieur d'elle-même pour que ce potentiel naisse au grand jour, pour que quelque chose d'elle, de plus grand qu'elle, en fait, vienne la guider. C'est ça, on sent qu'elle est vraiment empêtrée d'elle-même. Et souvent, les gens, quand ils commencent son journal, ils ont des fois du mal à continuer parce qu'ils disent « Oh là là !» C'est vrai, au début, elle parle beaucoup de ses tourments. Ça tourne en rond. Et voilà, et Julius va l'aider, en fait, à prendre de la distance avec ça. Oui, et en fait, c'est un peu aussi grâce à lui qu'elle est en train de rencontrer Dieu. Elle découvre Dieu, puisqu'elle va même se mettre à lire donc les évangiles. Elle découvre les évangiles qu'elle aime beaucoup lire. Mais elle a une rencontre avec Dieu très personnelle, sans aucune pratique religieuse. Non. Ce sera toute sa vie, ça d'ailleurs. Elle dit juste à un moment donné, c'est très beau, que... alors déjà, il y a cette phrase où à un moment donné... il lui dit qu'il soigne un de ses patients et Julius Spier, il dit à un de ses patients le courage de prononcer le nom de Dieu. Et cette phrase, ça lui trotte dans la tête, le courage de prononcer le nom de Dieu. Un peu plus tard dans le journal, elle dit qu'elle se retrouve agenouillée au milieu de sa chambre, comme cela, sans l'avoir voulu, courbée par une volonté plus forte que la mienne, elle dit. Elle sent qu'elle est saisie. Elle ne donne pas de nom. Elle ne dit pas qui c'est Dieu. C'est Dieu, mais elle ne dit pas qui précisément. Mais oui, en ce sens-là, Julius Spier la révèle à Dieu, et ça, c'est ce qu'elle dira aussi à la fin. Tu m'as permis de me révéler Dieu, et moi, je vais faire en sorte maintenant de pouvoir le révéler à d'autres. Alors, on est au moment où la Hollande maintenant, ça y est, la Hollande est occupée par le pouvoir nazi, qui resserre de plus en plus férocement son emprise. Les persécutions contre les Juifs augmentent. Elle en souffre. Il y a des privations croissantes. Je sais qu'elle souffre beaucoup, par exemple. On n'a même plus le droit d'utiliser son vélo quand on est juif. On a les moyens de transport, mais même son vélo, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, elle sent l'oppression qui vient. Il y a des amis qui commencent à fuir. Elle ne fuira jamais. Elle se pose la question.
On l'y invite même à fuir. Je crois des amis vont lui trouver presque une solution, je crois, de départ. Déjà, on lui propose d'avoir un poste au Conseil juif, ce qui lui permettait d'être protégée. Et elle dit elle-même le dégoût qu'elle éprouve pour elle-même à un moment donné en ayant accepté d'écrire cette lettre pour pouvoir être embauchée, pour pouvoir être protégée. Et puis quand elle est employée, elle se rend compte finalement qu'elle doit collaborer et elle sent un dégoût et elle se dit non, en fait, je dois continuer à poursuivre ma quête intérieure et finalement essayer de sauver ma peau à tout prix. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que par l'intermédiaire du Conseil juif, elle va décider d'aller volontairement dans les camps de transit pour pouvoir apporter son aide. Donc, elle a surmonté le fait que c'était un peu faire de la collaboration, en tout cas dans l'esprit de certains, de rentrer dans ce conseil, effectivement, et elle va se mettre au service, et ça va être toute la grandeur, la beauté de sa vie. Et comme elle est également en train de cheminer spirituellement, c'est presque vous qui devriez en parler, mais je vais vous lancer, Angélique. Elle dit elle se ressent déjà comme une femme heureuse dans son journal, et qu'elle commence à chanter les louanges de la vie, et qu'elle se sent capable, grâce à ce qu'elle découvre intérieurement, de tout supporter et tout assumer. C'est magnifique. Oui, c'est-à-dire que ce qui est pour nous déroutant, c'est que plus la situation autour d'elle devient terrible, et plus on sent en opposition, oui, un chant de louange à la vie, à Dieu, à tout ce qu'elle a pu connaître. Je pense que cet amour pour Julius Peer l'a énormément nourrie, et elle a une profonde reconnaissance de cet amour, de cet homme. Elle a une conscience aiguisée des petites choses de la vie. Et ça, elle tient absolument à en rendre témoignage, à en rendre compte dans son journal et aussi dans sa façon d'interagir avec les autres. Et finalement, c'est ce qui va la pousser à dire, mais ce que j'ai, le cadeau qui m'a été fait aujourd'hui, je pense qu'il sera plus utile que j'aille partager ça avec mon peuple, même si c'est dans un camp, plutôt que j'essaie de me sauver à tout prix. En fait, ce qui compte pour elle, elle le dit souvent, c'est pas le nombre des années qu'elle va vivre, mais c'est plutôt l'intensité et en fait le sens qu'elle va mettre dans chacun de ses actes, dans sa façon d'être. Déjà, rien que dans sa façon, je crois, d'écrire son journal, elle pourrait, comme d'autres, se plaindre, se lamenter, décrire les horreurs qu'elle voit, mais elle a conscience que là, c'est se pencher sur un gouffre dangereux. Elle le fait pas. Elle le fait. Elle le fait, mais elle le fait pas avec la même, peut-être, le même désespoir ou le même regard. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Etty, c'est que c'est vrai qu'elle est exemplaire de courage mais c'est même pas du courage, en fait. C'est qu'on sent que la source en elle est ouverte. Et voilà, elle va remercier. Mais en même temps, depuis le départ, elle est très lucide sur tout ce qui se passe. Et elle décrit aussi... comment dire, les petitesses, les bassesses des uns des autres. Et quand elle arrive dans les camps, elle décrit ce qu'elle voit. Et il y a parfois des moments où c'est très dur. Et en fait, c'est ce qui la rend humaine. Et elle dit, il y a des fois où elle doute. Je me souviens quand on travaillait sur l'adaptation pour le spectacle avec Mourad, le metteur en scène du spectacle, j'avais mis ses doutes jusqu'à la fin. Et il me disait, oui, mais là, c'est 1h30. Il faut pouvoir ramasser sa pensée. Et donc... on peut en faire un peu part, mais pas trop non plus, parce que c'est vrai que c'est pas l'essentiel d'Etty. Mais Etty, elle décrit l'horreur et elle dit, des fois, je me demande si je vais pouvoir continuer à rire ou à sourire. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'on voit qu'elle y arrive. Mais elle fait état de ce qu'elle voit. Elle est lucide, parce que des fois, il y a des gens qui la prennent un peu pour une naïve, déconnectée, pas du tout. Elle est très lucide, elle voit tout ce qui se passe, et elle a au contraire une profonde compassion. Elle est en empathie complète pour la souffrance des autres, qu'elle ne minimise pas, en fait. En fait, est-ce que c'est pas parce qu'elle a compris que le mal, qui est omniprésent, il faut d'abord commencer par le purifier en soi, avant même de le dénoncer chez les autres, même chez les Allemands? En tout cas, elle a conscience qu'on porte tous. C'est comme si on avait toutes les potentialités en nous. Voilà, ce mal... pure, et aussi cette source de joie, cette source d'amour,
mais elle a conscience de la portée elle aussi. Et donc c'est ce qu'elle voit chez ses... Comment on peut dire ça? Ses bourreaux? Oui. En fait, elle le voit aussi chez les autres. À un moment donné, elle s'énerve contre Julius Speer parce qu'il voit en séance des Allemands. Et elle lui dit, mais en fait, c'est révoltant. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de Hollandais en prison parce qu'ils refusent d'échanger un mot avec les Allemands. Et lui, il lui dit, mais en fait, non, on doit continuer jusqu'au bout. En fait, à avoir confiance en l'homme et en l'humain. Et si on commence à se fermer les uns aux autres et à ne voir en l'autre que le bourreau, alors on s'en sortira jamais. Au début, elle est révoltée par cette idée-là, et elle décrit à un moment donné un rendez-vous. Alors c'est pas celui qui est dans le spectacle, mais elle parle d'un rendez-vous avec un officier SS, et en fait, où elle voit que Julius Speer, en 10 minutes, désamorce la brutalité de cet homme parce qu'il s'intéresse à lui. Julius Speer va s'intéresser à lui, à ce qu'il cherche profondément, à ses tourments. Et elle voit qu'au bout d'un quart d'heure, en fait, celui qui est en face se détend et a envie d'aller voir Julius Speer. Et pour lui, c'est la voie. C'est la voie de l'amour, c'est la voie de la rencontre de l'autre envers et contre tout. Et voilà, Etty va faire cette expérience-là. Elle a même une autre expérience qu'elle va vivre elle-même, je crois, c'est un jour elle est, je crois, dans une file d'attente, elle doit subir un interrogatoire pour statuer sur son sort, et elle peut pas s'empêcher de sourire face à l'officier SS qui pourtant est très très agressif, et à tel point que lui ne supporte pas son sourire et lui demande de partir. Et il croit et ça la sauve en quelque sorte, hein. Donc même son regard de compassion s'est porté sur cet homme dans une circonstance où on serait tous tétanisés, et elle l'a pas été. Oui, elle dit en fait, je n'ai pas peur. Parce qu'elle dit à ce moment-là, j'aurais dû être terrorisée. Mais oui, elle dit, je n'ai pas peur, pourtant je ne suis pas brave. Oui. Mais elle cherche, toujours à comprendre. Elle est persuadée qu'il y a un fond, il y a une humanité. Même si elle est recouverte par des gravats, elle est persuadée que dans chaque être, il y a ce fond d'humanité et que c'est pas possible autrement. Et c'est ce sourire à cet officier SS qui, lui, le rend fou, en fait, parce que il croit d'abord qu'elle se moque de lui et ça le décontenance complètement, donc il lui demande de partir. C'est une scène assez incroyable. Et ce qui est très intéressant chez Etty, Angélique, si vous voulez bien en parler, c'est en fait le regard qu'elle porte sur Dieu et qu'en fait c'est à nous dans ces temps, plutôt que de nous lamenter contre un Dieu qui ne nous sauve pas, au contraire c'est un Dieu qu'il faut protéger. Oui, puis elle a conscience en fait, je sais pas si on peut dire la conscience, mais elle pense que Dieu nous a laissé la liberté et la liberté à un moment donné, elle c'est d'offrir ses mains, c'est d'offrir son cœur, c'est d'offrir qui elle est pour pouvoir aider. Elle pense qu'il n'y a que de cette façon-là qu'elle pourra servir Dieu. Et c'est ce qu'elle invite chacun à faire, pas à dire « sauve-moi, fais quelque chose pour moi ». D'ailleurs, elle dit « moi, quand je prie pour les autres, ça me paraît absurde de prier pour moi ». Bon, on dit ça arrive au milieu du journal. Au début, elle n'est pas du tout comme ça, hein, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir toute son évolution. Mais effectivement, elle pense que c'est à nous d'aider Dieu et pas à Dieu de nous aider. C'est ça qui est incroyable, c'est unique, hein. On a peu de cas de personnes qui témoignent comme elle. Je me permets de citer de son journal cette phrase qui est absolument magnifique. Je ne me rappelle plus si elle est dans le spectacle, probablement. Vous me direz, Angélique. Elle dit « Il y a en moi un puits très profond et dans ce puits, il y a Dieu, parfois. Je parviens à l'atteindre, mais plus souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. » C'est dans la pièce ? Non, c'est pas dans la pièce. Ouais. Mais en fait, c'était tellement difficile de choisir parce que quand on lit son journal, page après page, il y a des merveilles, il y a des trésors. Et c'est vrai que c'est une phrase essentielle. Mais, alors, je tente ma chance sur une autre qui est peut-être dans la pièce et que je trouve encore plus forte. Elle dit « Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » C'est dans la pièce ? Elle est dans la pièce. Oui, tant mieux alors.
Et comment ça se passe alors? Parce qu'elle est donc au conseil, elle assez rapidement, elle se dit qu'elle pourrait effectivement, vous l'avez dit, aller voir les camps de transit. Et il y a le fameux camp de Westerbork, qui est le camp où en fait sont parqués des dizaines de milliers de juifs qui, avant qu'ils soient envoyés plus loin, et ils savent plus ou moins à peu près ce qui les attend. Comment ça se passe à ce moment-là pour elle? Alors, elle va faire plusieurs allers-retours. Donc, elle va être comme une sorte d'assistante sociale. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais donc elle va être envoyée dans les camps. Mais au départ, elle a la possibilité, elle, de pouvoir sortir quand elle le souhaite, revenir à Amsterdam et aller à Westerbork aider. Donc, elle dit qu'elle aide comme elle peut, parce que voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, Georgina, d'ailleurs, en parle à un moment donné dans le podcast quand elle dit changer les couches des bébés, voilà, être une oreille attentive aussi. C'est ça, elle est auprès des uns et des autres et elle est une oreille attentive pour chacun. Et il y a des gens qui lui disent, voilà, merci du soutien que vous m'avez apporté. Je pense qu'elle veut témoigner que c'est possible de continuer à rayonner, même en se sachant condamnée. Et c'est ce qu'elle essaye de faire. Donc au départ, elle va faire plusieurs allers-retours et à chaque fois qu'elle revient à Amsterdam, elle dit « ça me manque. En fait, je sens que toute ma vie n'a été qu'une préparation pour aller dans ce camp et pour aider les autres. » Alors qu'au début du journal, elle veut souvent s'enfermer avec elle-même pour pouvoir mûrir sa réflexion ou travailler. Là, quand elle est dans les camps, elle sent que c'était la place juste, celle qui l'attendait, celle où elle peut être utile. Et puis, au fur et à mesure, elle peut faire certains allers-retours et à un moment donné, elle pourra plus sortir. Elle pourra plus. Et dans sa vie personnelle, je crois, elle a pas complètement elle a encore en tête que peut-être la vie normale reviendra un jour. Mais là, maintenant, je crois qu'elle a compris qu'elle ne se mariera pas, mais qu'elle est prête à donner son amour à tous, en fait. Oui, alors, ce qui se passe, je pense qu'on peut le dire, mais oui. Julius Spier, qui est le grand amour de sa vie, qui est aussi le grand amour parce qu'il lui révèle un amour plus grand. Et c'est ce qu'il lui dit. Souvent, il dit « Je crois que je suis pour toi une préparation à un plus grand amour. » Et donc, ce plus grand amour, c'est Dieu. Et à un moment donné, elle a très peur de perdre Julius Spier. Elle se dit « Je ne vais pas pouvoir vivre sans lui. Ce sera impossible. » Et puis finalement, Julius Spier va mourir et elle est prête. Elle est prête, elle dit « Mais en fait... tout ce que tu m'as fait toucher, tout ce que tu m'as donné, grâce à toi, j'ai pu contacter cet amour plus grand. Alors, maintenant, voilà, cet amour plus grand, je vais aller témoigner, je vais aller l'offrir aux autres. » Et effectivement, à ce moment-là, on n'est plus... Il y a la grande histoire, en fait. Donc, elle ne cherche plus à avoir un homme pour elle. Et déjà, avec Julius Spier, pendant longtemps, elle voudrait que cet homme soit elle. Et puis... parce qu'il a une épouse en plus. Il est fiancé, sa fiancée l'attend à Londres et il veut être fidèle. Donc il lutte contre lui-même, lui aussi. Il y arrivera un certain temps et puis à un moment donné, il n'y arrivera plus. Mais finalement, à un moment donné où il n'arrivera plus à lutter, il y a déjà une forme, je ne sais pas comment dire ça, mais d'amour inconditionnel entre eux. Il n'est plus question d'attachement ou tu es à moi, c'est fini. Ils sont au-delà de ça. Et quand il meurt, finalement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dévastée. Non, c'est dur. Elle dit, je vais devoir faire tout. Je serai très seule désormais. Mais elle a conscience du cadeau qui lui a été fait. Et elle n'est pas dévastée parce qu'elle n'est pas seule. Et en fait, c'est ça. Elle sent qu'à partir de maintenant, elle ne sera plus jamais seule. Et quand elle est dans les camps, elle prie souvent Dieu et elle dit aussi, je sens que S plane sur cette lande. S, Spier. Voilà, Julius Spier, et qu'il continue à me nourrir de jour en jour. Et ça, c'est fini pour elle. Elle est plus... Cette solitude, cette souffrance qui peut être liée à cette solitude a disparu. Et en même temps, je crois qu'elle se réjouit qu'il ne soit plus sur ce théâtre de lieux tragiques, qui ne va pas être tourmenté, au moins, lui. Oui. Elle arrive à se réjouir de ça. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus difficile pour Etty, c'est ses proches. C'est effectivement de voir la souffrance de ses proches. Et en ça, moi, je me suis souvent posé la question pour Etty, donc
qui choisit de ne pas avoir d'enfant. Et je me disais, je pense qu'elle peut aussi donner autant parce qu'elle a choisi de ne pas avoir de lien trop proche. De ne pas avoir la responsabilité d'un autre être humain. On ne sait pas comment Etty aurait réagi si elle avait eu un bébé. Voir ses parents souffrir, pour elle, c'est la chose la plus difficile. Ses parents, c'est sa famille. Oui, son père, sa mère, son frère. Et d'ailleurs, quand elle sera dans le train pour partir, ils ne seront pas dans le même wagon. Et elle préfère. Elle pense qu'elle peut être un soutien et un pilier solide pour les autres à partir du moment où elle n'est pas trop en prise avec sa famille, avec ses plus proches. Alors en même temps, donc, les conditions de vie des réfugiés au camp de Westerbork s'aggravent beaucoup. C'est une lutte que chacun mène pour sa survie. Et elle, ce qui est incroyable, c'est que elle garde toute sa capacité à s'émouvoir. Elle est très humaine. Alors que souvent, dans ces conditions-là, il y a une sorte de bestialité qui s'instaure. Oui, mais c'est ce qu'on dit sur la sensibilité. C'est-à-dire, à un moment donné, elle parle des autres qui disent « je ne veux pas penser, je ne veux pas sentir », tellement la douleur est intense. Et elle, c'est l'inverse. En fait, elle a appris à cultiver sa sensibilité. Mais il faut être capable de pouvoir vivre avec cette sensibilité. Parce que les joies reçues sont extrêmement puissantes, mais les douleurs aussi. Et elle le dit souvent dans son journal. Elle remercie Dieu de l'avoir rendue capable de pouvoir éprouver d'aussi grandes joies, mais ça veut dire aussi d'éprouver de grandes souffrances. Et Elle dit qu'elle peut regarder chaque souffrance humaine au fond des yeux et qu'elle n'en a pas peur. Parce que je pense qu'il y a ce plus grand qui l'aide à ne plus avoir peur. On a déjà parlé sur ZTO d'Edith Stein qui a vécu un petit peu des circonstances similaires où dans les camps, elle était plus pour aider. Et d'ailleurs, il est possible qu'elles se soient croisées. On ne sait pas très bien historiquement. Peut-être qu'elles se sont croisées au camp de Westerbork. Et Etty, elle écoute les désespérés, elle sourit, elle donne de l'énergie, de la force. Elle absorbe les chagrins, les angoisses. Là, je prends ça de différents textes que j'avais lus d'elle. C'est un ange, en fait, de compassion pour les autres. Oui, je crois que les gens qui l'ont rencontrée, disent ça d'elle. Je ne sais pas exactement les mots qu'ils emploient, mais en tout cas qu'elle était rayonnante et que c'était une source de joie de vivre. Et des fois, elle culpabilise d'être cette source de joie de vivre. Elle raconte dans le camp qu'elle voit à un moment donné un arc-en-ciel et elle, ça suffit à la remplir de joie et elle n'ose pas dire aux autres. Parce que les autres lui disent mais qu'est-ce qui se passe? T'as des bonnes nouvelles, t'es radieuse. Et elle se dit, ils vont peut-être pas comprendre en fait que c'est cet arc-en-ciel. En fait, c'est cette sensibilité. C'est vraiment, elle a une sensibilité aiguë de la vie à chaque instant. Je crois qu'elle continue de lire les évangiles si elle le peut. Elle dit en tout cas que quand elle part, elle emmène Rilke avec elle et la Bible. Et je crois qu'elle commence aussi à découvrir la figure du Christ. Elle en parle assez peu dans son journal, mais en tout cas, Julius Peer, au moment de mourir, lui dit « J'ai rêvé que le Christ me baptisait ». Évidemment qu'elle ne peut pas y être insensible. Après, elle-même, elle ne cite pas si souvent la figure du Christ, même si elle agit, alors je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de façon christique. Et alors on arrive en juin 43, là l'étau se resserre, les autorités occupantes ordonnent de nouvelles rafles, et là pour le coup, sa famille, et c'est une terrible nouvelle, elle est sur la liste, toute la famille, elle aussi. Et donc là, ils vont être déportés. Et ils vont d'abord, je crois, ils restent à Westerbork, parce que entre-temps, je crois qu'ils ont été déportés ou installés à Westerbork, je crois. Oui, ils sont à Westerbork. Elle a quitté Amsterdam, elle ne pouvait plus y rester. Puis là, ils attendent le moment où ils vont devoir partir et ils vont finir par partir. Oui, alors il y avait tout un temps où elle pouvait faire donc des allers-retours, elle allait pouvoir repartir à Amsterdam, et puis à un moment donné, elle peut plus. Et puis il y a cette décision qui arrive au dernier moment où voilà, ils vont être déportés. Alors je crois que il me semble que c'était la mère d'Etty qui avait demandé à ce que Misha, son frère, qui était un grand pianiste, soit sauvé.
et que ça met dans une rage folle un des commandants et que finalement il décide de les faire tous déporter. Oui, ça les a plus fait remarquer en fait que oublier. Ils ont pas allé pour le coup. Voilà. Effectivement, ils sont sur la liste. Et alors, comment elle réagit quand c'est comme ça? Après, on a juste la dernière carte d'elle qu'elle a postée du train. Enfin, qu'elle a postée. Elle a fait passer la petite carte entre les interstices du wagon et c'est un paysan qui a retrouvé la carte sur la voie. Oui, qui est tombé du train. Voilà. Donc, et ensuite, qui lui l'a postée aux gens à qui elle écrivait. Elle dit qu'elle est très calme, qu'elle est très sereine. Et d'ailleurs, elle dit « j'ouvre la Bible au hasard ». Donc, elle est dans le wagon. Et, là, le wagon pour Auschwitz. Pour Auschwitz. Et elle dit j'ouvre la Bible au hasard et je trouve ces mots « le Seigneur est ma chambre haute ». Voilà, donc la dernière carte, elle a une grande reconnaissance pour ce que lui ont apporté Christine, donc qui est une de ses amies à qui souvent elle a demandé un peu de nourriture ou des couvertures, enfin des choses qui pouvaient l'aider. Donc elle a une grande reconnaissance pour ses amis à Amsterdam et en même temps elle dit que son père, sa mère et elle et Misha ont quitté le camp en chantant. Voilà. Elle termine en disant peut-être ma dernière longue lettre, un au revoir de nous 4. On sent une paix. Voilà. Je crois qu'il y a même une anecdote qui dit que quand on mène le groupe vers le train, elle continue de bavarder, elle cherche même à faire rire ceux qui l'accompagnent pour monter dans le wagon. C'est incroyable, quoi. Elle est dans le don total d'elle-même à ce moment-là, alors qu'elle sait très bien ce qui l'attend. Oui, mais depuis un certain temps dans le journal, elle dit je ne doute pas que je sais qu'on va être exterminés, mais elle est plus pour elle depuis un certain temps. Elle ne cherche plus à sauvegarder sa propre vie. C'est une grande sainte. Quelque part. Alors je crois que ses parents vont même pas survivre au voyage qui dure 3 jours. Ils vont mourir dans le train, je crois. Et elle, on sait pas très bien. On sait, il y a une date officielle de sa mort. Qui est le 30 novembre. C'est une date qui vous touche? C'est mon anniversaire. Donc on sait et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Après, elle disparaît en quelque sorte de l'histoire. Bah oui. Mais il y a son journal. On pense, oui, qu'elle est restée 3 mois à Auschwitz. Voilà. Mais il y a son journal. Il y a son journal. Juste avant de partir, elle l'avait donné à une amie en lui disant « Si je ne reviens pas, essaie de le faire publier ». Et finalement, ça va mettre un certain temps avant d'être publié, parce qu'il sera publié seulement au début des années 80. Une vie bouleversée. Suivi justement de lettres de Westerbork. Il y a aussi un autre passage. C'est vraiment, alors là, on ne peut qu'inciter tous les auditeurs qui ne l'ont pas lu à le lire. C'est un des livres à emmener sur une île déserte. Oui, c'est vrai. Puis tous ceux qui la découvrent aujourd'hui disent oh, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas rencontrée avant? Oui, parce qu'elle aide à vivre tout le monde. Et puis, quand on dit que c'est une sainte, des fois, les saints, ils nous semblent inaccessibles parce qu'on a l'impression qu'ils ont... ils sont déjà tellement loin, tellement au-dessus de nous. Et elle, grâce à son journal, on voit que tout ce qu'elle traverse, c'est très humain. Et puis des fois, c'est tout petit. Elle est en colère, elle est jalouse. Et elle traverse tout ça. Et elle accède à une capacité d'amour supérieur. Et donc, il nous est montré que ça nous est donné aussi à nous. Elle est devenue maintenant un grand personnage. Cette vie bouleversée est devenue un des best-sellers les plus lus au monde, les plus traduits. Elle est même reconnue, même le pape Benoît XVI parle d'elle avec beaucoup de respect. Et vous, Angélique, vous l'avez rencontrée quand? Etty? Oui. Et ben maintenant, c'est une longue histoire, parce que ça va faire une 15aine d'années que j'ai rencontré Etty. Ça s'est passé comment? Je suis comédienne. Je vis mon rêve, qui est de voyager, de faire du théâtre. Et à ce moment-là, je suis au Maroc en train de répéter. Et j'ai emmené dans mes bagages un livre qui s'appelle La caravane amoureuse de Marc Vella, qui part en déclaration d'amour avec son piano pour dire aux êtres, pour révéler aux êtres leur beauté. Et puis pendant que je lis ce livre, je suis extrêmement touchée et je sens un appel en moi. Je me dis, mais en fait, la prochaine fois que je veux faire un spectacle, je veux porter cette parole d'amour. Je sais pas comment, mais c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et
Et j'avais un petit carnet et je note ça sur le petit carnet. Et puis, je repose mon carnet et à ce moment-là, je reprends le livre de Marc Vella et je vois, c'est comme les écrits d'Etty Hillesum, morte à Auschwitz à 29 ans, qui continue à louer la vie, à dire que la vie est belle. Et là, je me dis « Ah !» Et puis, au même moment, j'entends à la radio être citoyen du monde. Et donc, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Et je sais pas, c'est-à-dire qu'avec la demande que je venais de faire, qui venait vraiment du fond de mon cœur, qui était le prochain texte que je veux dire, c'est un texte qui parle de cette foi en l'homme, malgré tout. Même au pire c'est cette foi. Bah, au moment où je fais cette prière, le nom d'Etty Hillesum arrive. La radio me dit être citoyen du monde. Et puis quand je rentre du Maroc, je vais acheter son journal en librairie. Et je vois en 4e de couverture qu'elle serait morte un 30 novembre. Et moi, je suis née un 30 novembre. Donc, j'étais très... Je sais pas, j'avais eu déjà l'impression d'avoir eu des signes. Et pour moi, c'en était un supplémentaire. Donc, j'ai commencé à lire son journal avec un stylo à la main, me disant que j'avais à faire une adaptation de son journal. Et ça fait combien de temps maintenant que vous jouez justement Etty ? Eh ben maintenant, ça va faire 13 ans. 13 ans. Alors j'ai cru, voilà, à plein de moments, j'ai pensé que c'était fini, qu'il fallait arrêter de jouer le spectacle, parce que voilà, Etty était jeune, et puis bah moi je commençais à prendre de l'âge aussi, puis je pensais que voilà, que la page était tournée, et en fait non. Non, et puis aussi elle est venue me rejoindre moi, m'a fait cheminer, et j'ai compris que c'était quelque chose de plus grand aussi, que finalement, cette petite prière que j'avais dite comme ça à un moment donné, j'avais formulé cet appel, et bah, c'était comme... J'avais une responsabilité aussi. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu refermer le livre, il s'est toujours réouvert. Et moi, je ne me lasse jamais de la jouer. Et le metteur en scène, Mourad, qui à un moment donné faisait les lumières pour le spectacle, à un moment donné, il me disait, je l'ai vu je sais pas combien de fois, et lui-même était surpris parce qu'à chaque fois, il disait, mais on entend quelque chose de nouveau. À chaque fois, il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc voilà, je ne sais pas encore de quelle manière ça va continuer, donc là, je le joue encore. Je confirme. Voilà, donc je le joue à la Cité des Consciences, une fois par mois. Et à Paris et en province aussi. Oui, et il y aura aussi une date en Bourgogne au mois d'avril. Ça, on va en parler à la fin de l'émission. Mais ce qui vous touche aussi, je crois, Angélique, avec Etty, on peut en parler, c'est que vous-même avez des origines juives comme elle. Oui, et pareil, et comme elle, j'y accordais pas plus d'importance que ça. Parce que par votre mère, hein. Ma mère est juive et mon père est catholique, même s'il est... Bon, a priori, je sais pas, je vais pas parler pour lui. Il a été baptisé, mais en tout cas pas pratiquant du tout aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis issue de ce mélange, donc j'ai pas du tout reçu d'éducation religieuse, ni dans un sens ni dans un autre. Et pour autant, ça a toujours été pour moi une quête. En tout cas, oui, j'ai cherché. Et comment elle vous fait cheminer spirituellement, Etty ? Bah, au départ, ce que j'aimais chez elle, c'est que justement, c'était ce contact direct qu'elle avait avec Dieu. Oui, c'était ce contact direct qu'elle cherchait. Et ça, je me sentais proche d'elle. Et puis aussi par rapport à l'amour. Je pense que pour elle, souvent, c'était la porte d'entrée vers Dieu. Et voilà, en ça, elle est venue me rencontrer parce que j'avais comment dire, je me sens des ressemblances avec elle quand j'ai commencé à l'adapter, mais je pense comme pour beaucoup de femmes, c'est en ça qu'elle touche énormément de gens, c'est qu'on peut se reconnaître en elle assez facilement. Certains diraient même que vous lui ressemblez physiquement aussi. Oui, et c'est ce que j'ai pensé la première fois quand j'ai vu aussi C'est-à-dire, j'ai vu la première de couverture, je me suis dit, il y a une familiarité. Et en 4e de couverture, quand j'ai vu la date de naissance, je me suis dit, Vraiment, bon, là, il y en a une. La date de naissance au ciel pour elle, et moi de naissance.
Donc voilà, après, c'est comme si j'avais compris petit à petit que c'était mon job. Je sais pas comment dire ça, mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire, elle m'a elle m'a nourrie et c'est comme je lui dois aussi aujourd'hui de continuer à parler d'elle. Voilà, et je sais que ça me suivra longtemps, donc soit en continuant à la jouer, soit en jouant d'autres choses qui seront adaptées de son journal, en écrivant aussi, en écrivant autour d'elle. Et pas que à son sujet, parce que vous avez aussi d'autres textes et d'autres adaptations, d'autres créations, d'autres interprétations dans votre vie. On peut les citer quelques-unes. Il y a Incendie, toujours avec... Alors, Incendie, c'est une pièce que j'ai mise en scène avec des amateurs, qui a été un de mes chocs de théâtre. C'est une pièce écrite et mise en scène à l'époque par Wajdi Mouad, qui est le directeur de La Colline. Qui est un auteur-metteur en scène québécois, enfin français aujourd'hui, mais d'origine libanaise. Voilà, et sa pièce Incendie, quand je l'ai vue la première fois au théâtre, je me suis dit, c'est pour ça que je veux faire du théâtre. Et en fait, ce qui est pour moi sidérant, c'est de voir que depuis une vingtaine d'années, à chaque fois que j'ai été bouleversée par des êtres, par des textes, par des situations, la figure christique était présente quelque part. Et des fois centrale. Et ça, je m'en suis rendu compte petit à petit. Et j'étais pas du tout prête à l'accepter. Mais en fait, au bout d'un moment, c'était plus fort que moi. Et j'ai bien dû me rendre à l'évidence. D'autres pièces, Allô Bunami? Oui, alors ça, c'est une pièce que j'ai écrite il y a... C'était la première pièce que je réussissais à aboutir entièrement, à écrire. Donc j'ai écrite il y a 6-7 ans. Voilà, là, ça parlait de la difficulté d'être mère et d'être créatrice. Et vous êtes mère, hein, vous êtes mère de deux garçons. Voilà, je suis aussi maman. Voilà, donc je parlais de cette difficulté-là, et puis déjà à cette époque-là, plein de coïncidences extraordinaires. Et donc ma pièce parle aussi de ces signes qu'on reçoit dans la vie et qui veulent toujours nous pousser à un peu plus de vie. On peut parler du premier spectacle aussi, enfin celui dont j'ai entendu qui est sur votre site, Eros. Oui, ça c'est la toute première création. Mais c'était une recherche du transcendant à travers l'amour et à travers l'amour charnel. Donc j'ai cherché des poètes qui pouvaient me renseigner sur cette quête-là, et puis c'est des poèmes que j'ai dit en scène, accompagnés au piano. Pierre-Jean Jouve, Marie-Noël, Georges Bataille, Paul Claudel, même Marina Tsvetaeva. Oui, après c'est vrai qu'il y a une sorte de cohérence dans mon parcours. Évidemment, quand j'ai fait ce montage de poèmes, on me posait la question de savoir pourquoi. J'osais pas dire que je cherchais Dieu à travers ces poètes. Mais en fait, oui, c'était ça. C'était ça. Et puis après, plus tard, du coup, j'ai rencontré Etty, qui quelque part continuait aussi cette quête-là. Alors, je le disais aussi en début d'émission, vous animez des sessions d'art-thérapie et aussi des ateliers d'écriture. Oui, alors donc pour la Cité des Consciences, j'anime 2 fois par mois des ateliers d'écriture autour du journal d'Etty Ilsoum. C'est quoi la Cité des Consciences pour les auditeurs qui connaissent pas? La Cité des Consciences, donc c'est un lieu qui a été créé par Aurélie Chalbos et Antoine Jeanjot, qui se trouve rue Chanoinesse. En plein cœur de Paris, juste voilà. À l'ombre de Notre-Dame de Paris. En plein cœur de Paris. Et donc... c'est là que j'ai vu la pièce. Voilà. Et le but de la Cité des Consciences, c'est d'éveiller les consciences, justement, et de faire un retour au sacré. De permettre un retour au sacré par plein de voies différentes. Donc, il y a des ateliers, il y a des stages, beaucoup d'ateliers autour de dialogue avec l'ange. Oui, il y a des liens avec Marguerite Cardos, que j'avais eu la joie de rencontrer d'ailleurs après. Et d'ailleurs, l'avoir invitée il y a quelques années. C'est parce que j'ai fait un stage avec Marguerite Cardos qui s'appelait L'acte d'être, que j'ai rencontré ensuite Aurélie et Antoine et la Cité des Consciences. Et c'est pour ça aussi que je joue là-bas et que j'interviens là-bas. Et quel type d'art-thérapie vous pratiquez? En fait, je préfère dire que c'est la création qui
c'est la création qui nous met au monde. De la même façon que Etty, en écrivant, finalement, se met au monde, lui permet de trouver son contact avec le plus grand que soi. Moi, j'ai toujours constaté, voilà, que ce soit en écrivant, en jouant, en dansant, que oui, il y avait un plus de vie. Un plus de vie et de vitalité. Puis je donne beaucoup d'ateliers. Je donne des ateliers à des enfants, à des adultes, à des gens en alphabétisation. Et c'est quelque chose que je vois Puis il y a des spectacles que vous organisez avec des enfants aussi. Oui, voilà. Donc je mène beaucoup d'ateliers et souvent on crée des spectacles. Alors des fois, c'est à partir de ce que les gens... Avec des écoles aussi. Avec les écoles aussi. Donc vous faites vraiment beaucoup de choses, Angélique. Et alors, la pièce, d'abord, j'allais vous poser la question sur vos projets. Mais d'abord, la pièce. Là, au moment où l'épisode va être diffusé le premier jour, nous, on se rencontre, on est mi-février, mais on a fait un peu exprès de caler la diffusion de l'épisode quelques jours avant la prochaine représentation. La prochaine représentation, c'est le 16 mars. Donc, dans 2 semaines, à partir du premier jour de diffusion de cet épisode, le lien accompagne le descriptif de cet épisode pour que vous, auditeurs, puissiez vous y rendre le plus nombreux possible. Il y aura d'autres dates, rassurez-vous, parce que c'est pas très grand, la Cité des Concerts. Non, c'est petit, il faut réserver. Mieux, c'est très intimiste, en quelque sorte. Mais donc, il y a ce spectacle qui continue. Et vraiment, moi, j'y suis allé, j'y retournerai d'ailleurs avec grande joie, parce que effectivement, je pense que c'est un spectacle qu'il faut voir plusieurs fois. Et puis, vous le jouez depuis, en fait, si longtemps que vous... Je me permets de redire ce que j'avais dit au début de l'émission. Vous l'incarnez beaucoup, Etty, donc c'est doublement émouvant. Donc, il y a la pièce. Le nom de la pièce? Etty Hillesum, La flamme d'une âme. La flamme d'une âme. D'autres projets? Il y a un texte que j'ai écrit qui s'appelle Adieu la nuit, que j'ai dit en... Un texte de mystique amoureuse. Voilà. Que j'ai dit en scène, accompagné par des musiciens. Et là... Voilà, j'aimerais qu'il soit publié. Et puis, je suis en train d'écrire en ce moment un livre qui raconte toutes mes expériences depuis que j'ai commencé à jouer Etty, toutes ces coïncidences extraordinaires, en reprenant certains extraits de son journal et en montrant justement comment elle m'a permis de cheminer, moi, sur mon parcours. Et donc, ça, c'est pour quand? C'est en cours, mais j'espère bientôt. Sur votre site internet, Angélique, il y a la citation d'une femme. Alors, je sais qu'on a pensé à Georgina, ça va à nouveau lui faire plaisir, parce que c'est une citation de Christiane Singer qu'elle aime beaucoup. Et cette citation, c'est le travail sur l'ombre, la traversée de la nuit, qui permettent la montée de l'aube. Pourquoi il y a cette citation à cet endroit-là? Ça rejoignait donc le côté art-thérapie. Etty dit à un moment donné, ayant appris à lire en moi-même, je me suis aperçue que je pouvais lire aussi dans les autres. Et en fait, ce qu'on voit dans son journal, c'est parce qu'elle traverse ses propres abîmes, même si pour les autres, ces abîmes à elle peuvent sembler ridicules, mais qui peut juger, voilà, la douleur d'un amour? Et donc c'est parce qu'elle sait donc accompagner son propre abîme qu'elle peut accompagner celui des autres. Voilà, et je sais qu'au moment où j'ai posté cette phrase, elle résonnait en moi. Et voilà, il y avait quelque chose de... Oui, je sens que ces femmes m'accompagnent. D'ailleurs, voilà, c'est drôle, quand j'ai rencontré Georgina, on sent une parenté. Donc, j'ai l'impression que maintenant, pour moi, le moment est venu aussi d'accompagner. Vous avez apporté des textes avec vous. Là, on improvise complètement, mais c'est pour faire durer l'émission. En fait, moi, je voudrais vraiment... Il y a certainement un texte ou deux que vous auriez envie de nous lire, vous partager avec les lecteurs, soit d'Etty, soit plutôt de vous. Alors, de moi, je n'en ai pas, là. Là, je vous prends de court. Hein. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas, un texte d'Etty. Alors, si vous choisissez un texte, parce que je crois que vous en avez choisi un, vous le lisez d'abord et vous nous direz après pourquoi vous l'avez choisi ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Je pense que je le choisis parce qu'il représente... en quelques phrases, il dit qui est Etty. Ce matin, il y avait un arc-en-ciel au-dessus du camp. Et le soleil brillait dans les flaques de boue.
Quand je suis rentrée dans la baraque hospitalière, quelques femmes m'ont lancé « Vous avez de bonnes nouvelles, vous avez l'air si radieuse !» J'ai inventé une petite histoire où il était question d'un gouvernement démocratique et d'une paix toute proche. Je ne pouvais tout de même pas leur servir mon arc-en-ciel, bien qu'il fût l'unique cause de ma joie. Inexplicablement, S plane sur cette lande ces derniers temps, et il continue à me nourrir de jour en jour. Mais je voulais seulement vous dire, oui, la détresse est grande. Et pourtant, je sens toujours monter de mon cœur. Je n'y puis rien, c'est ainsi. Cela vient d'une force élémentaire. La même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. Après la guerre, nous aurons à construire un monde entièrement nouveau, et à chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle atrocité, nous devrons opposer un supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Merci infiniment, Angélique. Est-ce que quelque chose qu'on ne s'est pas encore dit, que vous voudriez partager avec les auditeurs avant qu'on se quitte ? La prochaine fois, promettez-moi, on lira un de vos textes. D'accord. Mais c'était magnifique, hein. Merci pour ce cadeau de ce texte d'Etty. Non, mais je me suis rendu compte en le lisant que il y avait de nouveau cette émotion, alors que je l'ai dit à peu près, je ne sais pas combien de fois, mais cette émotion est toujours là parce que je pense qu'elle vient rejoindre la souffrance, en fait, de chacun, plus ou moins grande, et qu'elle dit la vie est là, la beauté de la vie est là, quoi qu'il arrive. C'est quoi le nom de la pièce ? Etty Hillesum, la flamme d'une âme. Mise en scène par Mourad Bereni. Avec qui vous travaillez depuis de longues années ? Oui. Avec qui vous avez des liens très forts ? Oui. Oui. Précipitez-vous, auditeurs, hein, pour cette pièce. Franchement, ça en vaut 1000 fois la peine. Et invitez aussi Angélique pour qu'elle vienne dans d'autres parties de la France pour la jouer. Je pense que vous le ferez si vous êtes invité. Ah bah oui, et puis là, en fait, c'était une grande joie. Avec Georgina, ça s'est fait de façon complètement improvisée, puisqu'elle m'a demandé 4 jours avant si je pouvais jouer, donc j'avais rien prévu. Donc tout est arrivé sur place. C'est-à-dire ce dont j'avais besoin, 3 chaises, une malle, une valise. Et voilà, et ça a été possible. C'est très indirectement un fruit de ZTO, j'en suis très 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 heureux. Merci. Voilà, mais en tout cas, Angélique, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Georgina qui était dans notre cœur. Merci à Etty aussi qui était présente pendant toute cette émission et qui maintenant certainement est présente dans le cœur de tous les auditeurs. Merci Angélique. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci, à bientôt pour un prochain épisode.